Place, car nous avons encore quelques délibérations importantes à examiner. Monsieur Michel Alvigneri, qui a dû nous quitter, a donné pouvoir à Monsieur Claude Saralier. Bien, nous examinons maintenant le chapitre donc tranquillité publique et nous allons donc examiner dans ce cadre les délibérations qui s'inscrivent dans le schéma global d'évolution pour la tranquillité publique à Colomiers. J'ai en effet demandé à Monsieur Marc Terrail, mon adjoint, de porter une réflexion sur ce schéma de tranquillité publique au regard du bilan de nos actions en la matière en 2015, de nos besoins, des attentes de nos concitoyens et de l'évolution de notre environnement. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer à plusieurs reprises sur ce sujet, notamment lors des différentes manifestations de début d'année et également à la presse, qui s'en est d'ailleurs largement fait l'écho. Il me semble néanmoins nécessaire de rappeler que je tiens à tout mettre en œuvre pour offrir à nos concitoyens une bonne qualité de vie dans un cadre apaisé. Notre responsabilité est grande, mais notre détermination l'est tout autant, bien que la tâche soit complexe. La tranquillité publique, vous le savez, a été une de mes préoccupations majeures en 2015. Notre commune a dû faire face à une augmentation sensible de la délinquance. Les cambriolages, ne nous le cachons pas, ont connu une augmentation importante. Notre ville se développe et affronte les difficultés que connaissent les villes de notre strate. Toutefois, nous ne devons pas céder à la facilité qui appréhenderait ces évolutions comme une fatalité. Je suis déterminé à affronter cette difficulté et à en rechercher les meilleures solutions avec l'ensemble des élus, au travers notamment des commissions et l'appui de nos services et des partenaires compétents en la matière. Je rappelle, pour que le débat soit clair ce soir, que la sécurité relève des compétences régaliennes de l'État. Je souligne d'ailleurs que je reste en contact avec le cabinet du ministre de l'Intérieur, également avec les services de M. Pascal Mayos, préfet de région, pour demander des moyens supplémentaires en termes de police nationale à Colomiers. Mais en ce qui nous concerne directement, c'est donc dans le cadre de nos compétences et seulement dans ce cadre légal que j'ai demandé que la réflexion soit portée sur le maximum d'outils et de démarches que nous pourrions mettre en œuvre pour agir dans ce domaine. La mise en place de la police municipale est un des outils que je souhaite mettre en place et sur lequel nous pourrons nous appuyer. C'est donc le fruit de nos travaux que M. Terrail va nous présenter maintenant, et je tiens d'ailleurs à l'en remercier, ainsi que nos services, pour la qualité du travail qui a été mené. Monsieur Terrail, donc, nous vous écoutons pour les délibérations correspondantes. Merci, Madame le maire. Je vais également faire un petit préambule, puisque nous parlons à Colomiers de schéma de tranquillité publique au sens large et que nos deux délibérations sont deux outils supplémentaires que nous allons intégrer dans le cadre de ce schéma de tranquillité publique. Donc, conformément aux engagements pris d'évaluer très régulièrement notre schéma de tranquillité publique, au vu des constats significatifs de hausse de délinquance et d'incivilité depuis le début de l'année 2015, à quoi on peut bien évidemment ajouter le contexte national depuis les événements du mois de novembre, j'ai donc, Madame le maire, mené une réflexion avec les services et il nous semble nécessaire de nous doter de nouveaux outils, à savoir ce que vous avez validé, une police municipale et de la vidéoprotection sur le territoire de notre commune. Il s'agit bien évidemment d'une réponse politique au premier sens du terme, dans la recherche du mieux vivre ensemble et de l'intérêt général, loin de la démagogie et du dogmatisme. La politique de médiation intégrée dans le schéma de tranquillité publique, spécificité columérine, sera bien sûr, et nous y sommes attachés, poursuivie et pérennisée en rapprochant encore les missions de nos agents des différents quartiers des maisons citoyennes. Enfin, nous allons renforcer et élargir le pôle de protection civile et de surveillance de nos bâtiments communaux et définir de nouvelles missions, action qui va nous permettre de faire assurer par des agents municipaux la surveillance de l'ENJV, du CCAS et de la médiathèque sans prestation extérieure.
Nous voulons par ce biais sécuriser l'accès de nos 3 sites phares en termes d'accueil du public, en faisant appel à de la ressource interne et à la mobilité. Pour en revenir aux nouveaux outils des délibérations que je porte devant vous, la police municipale et la vidéoprotection, de nouvelles filières professionnelles voient le jour sur la commune. Pour ce faire, un comité technique paritaire s'est tenu le 8 février pour que nos personnels et leurs représentants en soient informés et consultés prioritairement. À ce jour, vous aviez quantifié, Madame le maire, en fonction des études que nous avions effectuées avec vos services, une police municipale à 11 agents. Donc 6 recrutements externes de policiers municipaux seront nécessaires et 4 de nos agents vont démarrer une formation spécifique de 8 mois pour une mise en place définitive et totalement opérationnelle au 1er janvier 2017. Pour ce qui est de la vidéoprotection, après une étude menée conjointement par notre service de tranquillité publique et les officiers référents sûreté de la préfecture, nous projetons l'implantation de 14 caméras fixes et d'une caméra nomade. Et donc, par ce fait, de nouvelles missions de notre pôle protection civile et surveillance des bâtiments qui auront de nouvelles missions, notamment la surveillance de nos écrans. Cela induit la création de 11 postes supplémentaires d'agents de contrôle, postes ouverts en interne avec priorité au reclassement et aux agents du service transport dans le cadre du transfert de compétences évoqué plus avant par Madame le maire. Cette nouvelle redéfinition du schéma de tranquillité publique permettra d'assurer de nouvelles missions de dissuasion dans un cadre juridique conforté pour la police municipale, une sécurisation de nos installations renforcée, une pérennisation du pôle médiation, parce que la prévention est nécessaire, est aussi un investissement pour l'avenir. Tout le nouveau dispositif nous permettra de mieux contractualiser avec la préfecture et la justice. Vous savez tous que sans police municipale, nous ne pourrons pas contracter. Nous avons déjà, Madame le maire a déjà engagé des discussions très avancées et nous avons reçu le directeur de cabinet du préfet la semaine dernière. Une discussion va avoir lieu avec lui dès le mois de mars, d'après ce qu'il nous a dit, pour pérenniser un protocole. L'action municipale que nous menons, nous ne voulons pas une police municipale supplétif ou placebo. Nous voulons une police municipale qui va être intégrée dans ce schéma de tranquillité publique, qui prendra son plein exercice dans une vision de proximité avec les gens, puisque le maire des communes est garant de la tranquillité publique. C'est la police qui est garante de la sécurité et le maire est garant de la tranquillité. Donc nous prendrons tout le champ de la police municipale, sans oublier les autres pôles de notre service. Et comme je l'ai expliqué très largement en commission de tranquillité publique, nous posons aujourd'hui le socle de ces nouveaux outils, cette création de police municipale et de vidéoprotection, les modalités du contenu de ces missions, les questions des horaires, de l'armement, l'emplacement des caméras sont encore à définir et feront l'objet dans les mois qui viennent de discussions que nous avons déjà engagées entre nous. Et nous ne sommes pas à ce jour en capacité de formaliser tout ça, puisqu'il faut qu'on étudie de manière très précise à la fois les besoins, le retour des agents, le retour de la population. Et donc je suis bien entendu à votre disposition pour les enrichir de vos propres remarques et suggestions et d'en débattre avec moi à l'occasion des prochaines commissions de tranquillité publique où le débat devrait être riche. Voilà, Madame le maire, donc je pense qu'on peut passer à la lecture des délibérés. Donc le point de création de police municipale, la création d'une nouvelle unité de police municipale au sein du service tranquillité publique doit permettre de compléter le champ d'action lié au pouvoir de police du maire et assurer ainsi une collaboration améliorée avec les services de la police nationale par le biais d'une convention de coordination obligatoire au regard de la loi du 15 avril 1999 relative aux polices municipales ainsi que des circulaires et décrets d'application qui en découlent. Cette police municipale sera placée sous l'autorité du maire, de Madame le maire, officier de police judiciaire. Cette évolution doit permettre au service d'assurer son rôle de sécurisation accrue des espaces publics dans une relation de proximité auprès des citoyens columérins. La police municipale a pour objet de veiller et de faire respecter les mesures nécessaires au maintien du bon ordre, de la sécurité, de la tranquillité, de la salubrité publique sur le territoire de la commune. La convention de coordination avec les forces de l'État sera signée dans les mois à venir afin de définir plus précisément le rôle de chacun, les missions attribuées et la répartition des compétences. Également, ce document sera co-construit avec le directeur départemental de la sécurité publique, soumis à l'Assemblée délibérante avant sa signature par Madame le maire et Monsieur le préfet. Et je rajoute, puisque nous ferons valider ce protocole également par le procureur de la République,
puisque la police municipale ou nationale travaille de concert également avec la justice. Les missions générales assignées à cette nouvelle police municipale au sein du service de tranquillité publique seront accueil du public, prise de renseignements, surveillance générale du domaine communal, la prévention, surveillance et la répression des infractions au code de la route en matière de stationnement et de circulation, sécurité des bâtiments publics et des écoles, l'encadrement des manifestations, constatation et verbalisation des infractions aux arrêtés municipaux, à toutes les dispositions du règlement sanitaire départemental. Le projet de police municipale est soumis à avis du comité technique qui a émis un avis favorable. Cette police municipale intégrée au sein du service tranquillité publique sera composée dans un premier temps de 10 agents, un agent de catégorie B, 9 agents de catégorie C. De plus, 6 postes d'agents de police municipale sont à créer et seront ouverts aux titulaires du cadre d'emploi des agents de police municipale au lauréat des concours correspondant par voie de détachement. Je vous fais grâce des articles. Les sommes nécessaires à la création de ces postes sont prévues au budget communal. Pour mémoire, le financement du projet a été évoqué en débat d'orientation budgétaire en décembre 2015. Aussi, il est demandé au conseil municipal d'approuver la création d'une police municipale, de décider de la mise en œuvre des moyens nécessaires à la création et au fonctionnement de la police municipale au sein du service de tranquillité publique, d'approuver la modification du tableau des effectifs et la création des postes d'agents de police municipale, de prendre acte que les sommes nécessaires à la création de ces postes sont prévues au budget communal, de donner mandat à Madame le maire ou à des fois son représentant afin de prendre toutes mesures nécessaires à la bonne mise en œuvre de la présente délibération. J'ai dit Madame le maire. Alors peut-être pourriez-vous poursuivre avec la délibération numéro 12, comme ça on aura une vision complète et consolidée, on fera le débat et on fera voter de façon disjointe ces deux délibérations. Merci. Avec plaisir. Je vous fais un peu grâce des 2 premiers paragraphes du délibéré, puisque bon, j'ai posé le cadre général. Donc, pour faire face aux difficultés rencontrées dans le recours à une société privée de gardiennage pour sécuriser l'accès à 3 sites municipaux phares, Espace Nautique, Jean Vauchère, le CCAS et le Pavillon Blanc, la collectivité prévoit d'internaliser cette activité, comme cela est déjà le cas pour l'hôtel de ville, dont la sécurité est actuellement assurée avec rigueur et efficacité par les agents municipaux de contrôle. Le nouveau schéma de tranquillité publique intègre dans ce contexte le remplacement de l'intervention d'une société privée par du personnel municipal, par le biais de la mobilité exclusivement interne, avec à l'issue de cet appel à candidature un accompagnement et une formation des agents retenus en vue de proposer une prestation de sécurisation des bâtiments améliorés, notamment en termes de qualité de l'accueil des usagers. Ces agents pourront ensuite être mobilisés également dans le cadre du déploiement d'un dispositif de vidéoprotection actuellement à l'étude. Cette démarche de professionnalisation des agents chargés de la sécurisation des bâtiments, puis à court terme partie prenante au suivi de la vidéoprotection, implique un temps de présence renforcé pour couvrir la totalité des heures d'ouverture des établissements publics cités, alors que le système actuel de prestation ne garantissait que les heures de forte affluence. En conséquence, cela induit la création de 11 nouveaux postes d'agents de contrôle. Les postes seront ouverts en interne aux titulaires du cadre d'emploi, aux adjoints techniques, et un ordre de priorité dans l'examen des candidatures sera réservé aux agents du service transport dont la fin d'activité est prévue en septembre 2016 et aux agents reconnus inaptes définitivement à leurs fonctions et demandant à être classés sous réserve de la compatibilité de leur restriction d'aptitude avec le poste afférent. Les sommes nécessaires pour ces postes sont prévues au budget communal. Ainsi, il est demandé au conseil communal d'approuver la création de 11 postes au conseil municipal, d'approuver la création de 11 postes d'agents de contrôle pour la sécurisation des bâtiments municipaux, dire que les sommes nécessaires pour les postes sont prévues au budget communal, de donner mandat à Madame le maire ou à défaut à son représentant, afin de prendre toutes mesures nécessaires à la bonne mise en œuvre de la présente délibération. Et en conclusion, j'en aurai fini, Madame le maire, le service tranquillité publique qui actuellement comptait 30 agents, lors du déploiement final en comptera 50. Merci Monsieur Terrail pour cette présentation à la fois exhaustive mais synthétique malgré tout. Et donc j'ouvre le débat. Qui demande la parole? Pas de prise de parole? Monsieur Ménen? Non, c'est moi qui distribue la parole, c'est pas Monsieur Laborde qui décide qui parle à quel moment. Monsieur Ménen. Merci Madame le maire, ne vous inquiétez pas, je serai court. Prenez votre temps. Oui, je prends. Je nie pas les problèmes engendrés par l'augmentation de la délinquance et des incivilités
qui nuisent à la qualité de vie de nos concitoyens. Ayant subi un cambriolage cet été, je sais les désagréments que cela peut causer et les complications administratives. Mais je n'adhère pas personnellement à la création d'une police municipale dans notre commune, par principe et par souci de service public. Nous sommes menés à créer cette police parce que l'État, depuis des années, se refuse à mettre en place le nombre de fonctionnaires de police nécessaires dans la deuxième ville du département. La sécurité publique, vous l'avez dit, c'est Marc Terra, il a dit, pardon, c'est à l'État et non aux communes de l'assurer. C'est pour ça que je m'abstiendrai sur ce point-là. Je continue. J'adhère pleinement au schéma de tranquillité publique. En plus, on va embaucher du monde. Hein. Enfin, on va créer des emplois en interne. Par contre, j'ai un petit bémol, et je vous l'ai dit, concernant la vidéoprotection. Je n'y suis pas opposé par principe, mais je pense qu'elle ne doit concerner que la surveillance des bâtiments publics et les parkings souterrains. Merci. Merci, Monsieur Ménen. Prise de parole. Si personne ne demande la parole, je vais donc mettre aux voix. Excusez-moi. Oui, Madame le maire, au vu de l'actualité récente sur le plan de vue national et l'augmentation de la délinquance à Colomiers, votre majorité n'a eu d'autre choix que la création d'une police municipale à Colomiers. Comme vous le savez, notre groupe demande la création d'une police municipale depuis plus de 8 ans maintenant. Nous allons ainsi ne plus être la seule ville de l'agglomération toulousaine à ne pas en avoir une. On peut noter cependant de nombreuses incohérences dans ce projet. D'abord, le nombre de postes, à savoir 9 policiers municipaux et un chef. Il nous a été présenté, bien entendu, ce projet, comme l'a rappelé Marc Terrail en commission tranquillité publique, en disant que le projet était basé sur des indicateurs de la même taille de la ville de Colomiers. Cependant, ces indicateurs me paraissent un peu faux. Colomiers accueille d'abord une population fragile avec 30% de logements sociaux, une délinquance en forte augmentation et la proximité d'une métropole qui font que l'indicateur qui a été utilisé pour établir ce nombre-là de policiers municipaux est un peu faux. Aujourd'hui, si vous prenez des villes comme Lyon, Marseille et également leur agglomération, on est sur des ratios qui est celui de 10 000 habitants pour 6 policiers municipaux. Vous comprenez bien aujourd'hui que prendre un ratio d'une ville de 40 000 habitants, c'est un mauvais indicateur, comme je le disais tout à l'heure, parce que tout simplement, les problématiques d'une commune qui se situe de notre strate en Bourgogne, en Auvergne, en Picardie, ne sont pas les mêmes qu'une commune comme Colomiers, avec une grande métropole autour. Ensuite, cette police municipale ne sera pas effective la nuit, alors qu'on sait tous, et M. Ménem l'a rappelé, le désengagement successif de l'État sur les questions sécuritaires. La police nationale, aujourd'hui à Colomiers, ne possède qu'une seule patrouille de nuit pour Colomiers. Celle-ci, d'ailleurs, elle est souvent appelée en renfort sur Toulouse, laissant ainsi notre commune sans la moindre protection policière. Pour terminer, cette police municipale n'est pas dans ce projet équipée d'armes létales, contrairement à des communes qui ne vont pas tarder à s'en équiper, comme Blagnac, comme Castanet, ou des communes qui le sont déjà, Castelginest notamment. Les syndicats de policiers municipaux, je crois qu'il faut aussi les écouter, y sont largement favorables. On sait dans notre groupe qu'il y a un débat au sein de votre groupe politique sur l'armement ou pas d'une police municipale, sur le fait qu'il fasse ou pas augmenter les effectifs pour faire une patrouille de nuit. Mais là aussi, alors je vais employer un mot fort qui ne va pas vous plaire, mais tant pis, par dogmatisme politique, on refuse d'aller vers cette démarche. Mais je dois dire que c'est une avancée, et je le reconnais ici, publiquement, en conseil municipal. Nous allons voter favorablement à la création de cette police municipale, même si, comme je me suis exprimé devant vous, les moyens alloués nous semblent insuffisants pour relever le défi. Merci, mes chers collègues. Merci, M. Laborde. D'autres interventions? M. Quartero et après M. Darnaud.
M. Quartero, donc M. Refalo et M. Darnaud. Merci Madame la maire. Monsieur l'adjoint, vous dénonciez dans la dépêche du Midi du 20 novembre 2013 les positions électoralistes et démagogues de l'opposition actuelle. Et vous disiez, je cite vos mots dans la dépêche du Midi, « La police municipale est une illusion ». Donc c'était le 20 novembre 2013. Sous réserve que vos propos aient bien été retranscrits par ce journal, qu'est-ce qui est une illusion aujourd'hui? Nos soi-disant positions électoralistes et démagogues ou bien l'installation d'une police municipale? Merci. Monsieur Refalo. Oui, merci. J'interviendrai sur la question abordée par Monsieur Laborde, sur le fait de savoir si cette police municipale doit être armée ou non. Nous avons apprécié que dans votre introduction, Monsieur le maire adjoint, vous laissiez en débat un certain nombre de points, notamment la question de savoir si cette police, future police municipale, devait être armée ou non. C'est un débat que nous aurons et qui n'est pas tranché. Nous voudrions apporter notre contribution dès aujourd'hui, car c'est un débat central, selon nous, qui n'est pas annexe, et qui est au cœur des valeurs de notre vivre ensemble. Alors la facilité ou la démagogie que j'ai cru percevoir chez vos propos, Monsieur Laborde, pourrait laisser croire qu'une police municipale doit être forcément armée. Alors quels sont vos arguments? On ne les a pas vraiment entendus. Quels sont les retours d'expérience dont vous prévalez? Il n'est pas sûr que les citoyens columérins soient spontanément favorables à l'armement de leur police municipale. D'ailleurs, un référendum, vous le savez, a été organisé il y a quelques mois dans une ville à Beauvais par la maire de cette ville, du parti des Républicains. 67% des citoyens ont répondu non à l'armement de la police municipale. Et ils sont soucieux de leur sécurité, les citoyens de Beauvais aussi. Donc la question, c'est que voulons-nous? Nous voulons, en tout cas c'est la position que nous défendons à Vivre Mieux à Colomiers, une police municipale de proximité, une police du quotidien, dont la mission principale est la prévention et la médiation. Une police qui soit visible dans les quartiers, non pas pour être face aux habitants, mais avec eux, car la sécurité a aussi besoin de la participation des habitants et des citoyens. Donc cette police municipale que nous voulons, elle n'est pas dans une logique de répression, mais dans une démarche de prévention et d'insertion dans les quartiers, afin de gagner la confiance des habitants. Sans cette confiance, la police municipale ne peut jouer pleinement son rôle. Elle est un élément qui peut favoriser, un élément parmi d'autres, qui peut favoriser le lien social, la cohésion sociale. Donc nous voulons une police municipale qui soit sociale et de proximité. Il faut donc des agents de police qui soient formés aux techniques de la médiation, je dirais même aux techniques de la non-violence, aux techniques de défense non violente, qui permettent, si nécessaire, de neutraliser un individu dangereux sans forcément faire usage de violence ou d'armes à feu. Donc il nous faut des policiers qui soient dans une relation d'écoute, de dialogue avec les citoyens, et forcément avec les citoyens qui génèrent des incivilités, des actes d'incivilité, avec toute la fermeté nécessaire. Mais cette fermeté, elle peut se passer aussi des armes, de la menace des armes ou de l'utilisation des armes. Ce n'est pas la même chose une police municipale armée qui aurait donc le droit de faire usage des armes contre des citoyens columérins et une police municipale non armée qui assume pleinement ses missions de prévention et de médiation. On n'imagine pas une police qui dialogue avec l'arme au poing. Alors ceci étant dit, il est vrai que les missions de cette police peuvent être dangereuses, risquées. Et parfois, les policiers peuvent risquer leur vie. Donc, bien entendu, les policiers municipaux doivent être dotés d'équipements de protection individuelle.
Mais se pose une question, et je crois que cette question, elle va se poser aussi dans les semaines à venir, et ça dépasse peut-être plus largement la question de l'armement de la police municipale. Cette question, c'est la suivante. Est-on mieux protégé lorsque l'on porte une arme, ou est-on davantage exposé à la violence potentielle de l'autre si celui-ci sait que vous n'hésiterez pas à tirer si besoin? De nombreux spécialistes pensent d'ailleurs qu'un policier municipal avec une arme n'est pas davantage en sécurité qu'un policier qui n'a pas d'arme. Et surtout qui n'a pas davantage d'autorité. Et nous avons besoin de policiers qui aient de l'autorité. Il n'y a pas de lien automatique entre la possession d'une arme et le fait d'avoir de l'autorité. Donc il est évident qu'on ne fait pas ce métier de la même façon si l'on a une arme ou pas. Et lorsque la peur ou la panique surviennent, ce qui est toujours possible, être armé n'est pas forcément une protection pour le policier, mais peut-être aussi une menace pour les autres comme pour lui-même. Et puis, équiper la police municipale en armes, c'est faire un choix lourd de sens. C'est déjà inscrire la sécurité à un certain niveau de violence, qui va s'alimenter, qui va se développer par sa propre logique. Car armer aujourd'hui les policiers, c'est alimenter et augmenter le niveau de violence potentielle. Et demain, nous ferons le constat que les armes en service sont insuffisantes, qu'il faut les perfectionner, les augmenter, et nous entrons dans une spirale sans fin. Y a-t-il à Colomiers une délinquance armée qui mette déjà les policiers, les agents de la tranquillité publique en danger et qui pourrait justifier éventuellement leur armement? La réponse est non. Enfin, serait-ce si rassurant que cela pour les Columériens de savoir que dans notre ville, les policiers municipaux circulent avec leurs armes? Il ne s'agit pas de minimiser, je termine, les problèmes de sécurité qui existent dans notre commune, mais il s'agit surtout d'apporter les meilleures réponses aux vrais problèmes qui se posent, les incivilités, le stationnement sauvage, le respect du code de la route, les cambriolages, les atteintes aux personnes, tout autant de problèmes, de vrais problèmes qui ne nécessitent pas d'armement. La police municipale est là pour faire appliquer la réglementation municipale. Elle n'est pas là pour accomplir des missions dévolues à la police nationale. Je crois que nous sommes d'accord sur ce point. Il faut donc choisir soit une police de répression, donc une police armée, ou une police sociale, une police de proximité, une police non armée. À vivre mieux à Colomiers, nous faisons le choix de la seconde, dans l'intérêt même des Columériens et des policiers municipaux. Merci. Merci, monsieur. Monsieur Darnaud. Merci Madame le maire. Bonsoir chers collègues. Donc ce soir je voudrais faire une intervention assez brève en tant que plus élu de la société civile que conseiller municipal délégué à la tranquillité publique. Tout d'abord, je voudrais saluer le travail remarquable qui a été fait sur ce projet par les agents de l'équipe de Frédéric Verger, Mohamed Bouzerbet, plus avec l'aide bien sûr de Marc et de la commission. Mesurer aussi la chance qui est la nôtre d'avoir un expert et un professionnel en matière de la question de police, de la défense des biens et des personnes comme Marc qui a orchestré ce projet. Ce projet, il est vrai, a suscité beaucoup de débats et beaucoup de questions. Encore la semaine dernière, pendant notre réunion de groupe, les échanges ont été assez vifs entre nous, mais très démocratiques. Le déploiement d'une police municipale vient aujourd'hui prouver notre capacité et notre volonté à répondre à plusieurs questions fondamentales. La première, c'est, on en a parlé, comment juguler le nombre grandissant d'incivilités et de délits qui sont commis tous les jours sur la commune. La deuxième, c'est comment mieux travailler avec les fonctionnaires de la police nationale, fonctionnaires de l'État et de la justice. Concernant notre collaboration sur le terrain opérationnel, Marc, tu connais ma position, je suis convaincu que avec le déploiement de la police municipale, nous irons chercher plus de complémentarité, plus d'écoute, plus de synergie que nous pouvons en avoir aujourd'hui avec l'équipe de la tranquillité publique actuelle. Enfin, comment dissuader, comment décourager les auteurs d'actes délictueux de recommencer? Alors bien sûr, il faut garder nos bons principes qui sont la prévention et la médiation,
Mais la dissuasion est aussi un des principes dont il faut se doter. Madame le maire, mes chers collègues, ce projet est pour moi juste, mesuré, parfaitement équilibré, pragmatique, permettant parfaitement en adéquation avec la société dans laquelle nous vivons. Il répond entièrement aux attentes des Columérains que je rencontre tous les jours sur la question, attentes exacerbées par les derniers événements nationaux. Voilà. Merci. Merci, Monsieur Darnaud. Monsieur Terrail, quelques éléments de réponse. Avec plaisir, Madame Et la après, maire. nous procéderons au vote. Ah, pardon. Peut-être Monsieur Laurier, vous répondrez en bloc. Oui, juste, effectivement, il s'agit d'avoir une opposition équilibrée, de dire aussi que l'autorité doit être affirmée sur cette ville. Et Monsieur Refalo, je vous invite à vous rappeler de ce qui s'est passé il y a 3 mois, alors que nous siégions ici, dans ce conseil. Les Columérains étaient agressés dans la rue du Centre, à quelques pas d'ici, et dans une violence qui me paraît assez outrancière. Donc, oui, prévention, oui, autorité, pas plus, pas moins. Monsieur Quartero. Merci Madame la maire. Au sujet des caméras, nous allons voter contre cette délibération car il y a une mise en place concomitante et de la police municipale et du déploiement des caméras. Alors, nous ne sommes pas dans une opposition dogmatique, hein, nous voulons avancer en fonction de la situation financière de la ville et des résultats mesurés dans le futur de la police municipale. Alors, compte tenu de la situation financière de la ville, nous préférons attendre 1 à 2 ans avant de nous engager dans des dépenses coûteuses en investissement et en fonctionnement. La sagesse voudrait que l'on ne lance pas en même temps la police municipale et l'implantation des caméras, qui est peut-être aussi très contestée, afin que l'on prenne une décision sur le déploiement de ces caméras lorsque nous aurons évalué l'impact de la mise en place de la police municipale, ça nous semble être une priorité, et du coût du fonctionnement des caméras. Nous proposons donc que ces 400 000 € soient plutôt orientés vers la rénovation de l'école Jules Ferry. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur la vidéoprotection? Nous avons terminé. Donc, Monsieur Terrail, quelques éléments de réponse. Oui, je ne vais pas répondre point par point, puisqu'on est aussi dans un débat intellectuel et idéologique de fond sur ce qu'est un service de sécurité ou pas. J'ai la chance d'avoir un deuxième expert dans l'Assemblée, notamment sur l'armement et le port de l'arme. C'est un sujet qui est très compliqué, donc c'est pour ça que j'aurais aimé que les remarques arrivent en commission tranquillité publique et qu'on puisse en débattre très longuement, très calmement, de manière très pragmatique. Donc je vous invite, comme j'en ai conclu, puisque j'ai quand même laissé la porte suffisamment ouverte, puisque la discussion est en cours, y compris dans notre groupe, donc je veux bien qu'on en débatte en conseil municipal, mais je veux dire, pour le temps que je passe et les éléments que je donne, je préférerais qu'on en débatte en commission tranquillité publique, parce que pour l'instant, en commission tranquillité publique, je parle, on écoute et on prend des notes. Donc j'ouvre, mais j'ouvre encore le débat, j'échange, on a fait un tête-à-tête de 2 heures. Bon, pour en revenir aux questions posées. Nous, ici, on analyse la situation de manière très pragmatique. C'est-à-dire que la ville de Colomiers, il y a 30 ans, avait un taux de délinquance qui était quasiment nul. Donc, comme on s'était engagé à le faire dès la mise en place à la fois du CLSPD et du service de tranquillité publique. Moi, je ne suis ni un idéologue de la sécurité, ni un démagogue. Donc, j'essaye de faire en fonction des analyses de la ville que je connais, que je pratique. J'ai quand même une expertise professionnelle, puisque je pense que dans l'Assemblée ici, j'étais le seul à avoir porté une arme pendant 32 ans. Donc je peux quand même... Et j'amènerai des chiffres concernant le port de l'arme, les armes létales, non létales, la vidéo. Mais je pense que c'est un débat, comme je l'ai dit au départ, nous posons le socle d'un changement que nous voulons, que nous ressentons de la population, et c'est une réponse que nous apportons à la population parce que nous la semblons légitime, mesurée par rapport à la demande, sachant que dans le contexte dans lequel nous vivons, il serait facile de demander, et tous les Columérains voudraient un policier et une caméra devant leur porte.
Donc il faut garder de la mesure en toute chose. Donc on analyse les faits, on analyse l'évolution de la délinquance, l'évolution du service. Moi, la délinquance et les incivilités sur Colomiers, je ne les examine pas tous les 2 ans, je les examine tous les matins quand j'arrive en mairie. Donc voilà où nous en sommes. Je vous attends pour des débats qui seront, j'espère, riches et nombreux, puisque nous sommes en chantier sur ce sujet-là, et je vous attends en commission de tranquillité publique, d'abord nombreux et actifs. Bien, merci Monsieur Terrail, sachant qu'effectivement, nous ferons nous-mêmes une proposition sur ce sujet. Je mets donc aux voix sur la délibération numéro 11, création d'une police municipale. Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. Sur la délibération numéro 12, donc protection civile, schéma de tranquillité publique, volet sécurisation des bâtiments municipaux et vidéoprotection. Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. C'est donc adopté. Monsieur Terrail, maintenant, vous pouvez rentrer dans la phase opérationnelle. Vous avez satisfaction. Nous poursuivons l'ordre du jour avec la délibération suivante. Oui. Excusez-moi de prendre la parole à ce moment-là, mais je reviens à ce que disait Marc Terrail. C'est une discussion qu'on avait aussi en interne. Est-ce qu'il serait possible que la commission tranquillité puisse aussi s'ouvrir? Puisque là, normalement, il y a des membres qui sont désignés. Est-ce qu'on peut envisager éventuellement que des personnes élues de notre groupe qui sont affectées qui ne sont pas dans cette commission puissent éventuellement y participer? Ou est-ce qu'on peut imaginer, puisque vous dites qu'il y a la nécessité d'un débat plus large et de la participation du plus grand nombre, est-ce qu'il peut y avoir un groupe plus grand? Tout à fait. Voilà. Est-ce que c'est envisageable, quoi? Voilà. Vous m'en ferez la demande et donc je le regarderai du point de vue réglementaire aussi, parce qu'il nous faut une stabilité quand même dans les commissions. Mais vous m'en faites la demande et de façon exceptionnelle sur une commission, sur une thématique particulière, en respectant les équilibres, bien sûr, de proportionnalité de présence dans ces commissions, pourquoi pas, mais vous m'en faites la demande. Juste une remarque. La création de comités est prévue par le règlement du Conseil. Donc on peut créer un comité élargi à tous ceux qui souhaiteraient. Parce que moi je souscris totalement à ce que vient de dire à l'extrême, à tout ce qui vient d'être dit sur les questions de l'importance du débat. Et on a intérêt à ouvrir le maximum ce débat. Bien, commençons par travailler en commission, d'y être présent et d'y travailler, puis après on verra si on fait en plus des comités. Hein, voilà. Donc maintenant, nous abordons la délibération numéro 13 concernant le recrutement d'agents non titulaires pour effectuer des opérations de recensement. Donc comme vous le savez, ce recensement est une obligation organisée par l'INSEE. Il s'agit d'une opération nationale qui se déroule tous les ans dans les communes de plus de 10 000 habitants sur la période de janvier à février. Et c'est de ce recensement que découlent les chiffres officiels de population qui servent ensuite à organiser un certain nombre de sujets dans les collectivités et à s'assurer de certaines statistiques socio-économiques et démographiques. Donc, pour procéder à ce recensement, il convient de procéder à des recrutements. Donc, 10 adjoints administratifs à temps complet et 6 adjoints administratifs à temps non complet, avec les rémunérations, bien sûr, correspondantes. Donc, je vous remercie et je vous propose de bien vouloir approuver ces recrutements d'agents non titulaires pour les périodes concernées. Est-ce que vous avez des observations ? Je mets donc aux voix. Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. On passe au chapitre des marchés publics avec le traditionnel rapport annuel des marchés publics pour la période 2015 et c'est M. Vergnol qui nous en fait la présentation. Vous avez la parole, M. Vergnol. Merci. Le Code des marchés publics et particulièrement son article 133 nous impose de publier au cours du premier trimestre de chaque année
la liste exhaustive des marchés notifiés et le nom des attributaires. Il faut préciser qu'il n'est pas obligatoire de présenter ce rapport en conseil municipal. En effet, beaucoup de collectivités font le choix de publier cette liste de marchés sur leur site Internet. Nous avons fait le choix de vous présenter cette liste de façon beaucoup plus dynamique. Vous avez donc en pièce jointe le rapport annuel qui répond à cette exigence et qui recense les différents marchés notifiés en 2015, que ce soit en travaux, services ou fournitures. La commission d'appel d'offres est une commission exigeante car elle requiert une grande disponibilité. Cette commission s'est réunie 15 fois en 2015. Vous pouvez prendre connaissance de la composition de la CAO, membres titulaires et suppléants sur ce slide. Je tiens à remercier l'ensemble des membres pour leur présence, leur disponibilité et leur implication. La CAO est l'instance de droit commun pour attribuer les marchés publics. Elle choisit l'offre de l'entreprise qui se révèle être économiquement la plus avantageuse. Madame le maire a souhaité, pour plus de transparence, élargir le rôle premier de la CAO. Ainsi, si la Commission attribue légalement les marchés à procédure formalisée, plus de 209 000 € hors taxes pour les marchés à procédure de services et de fournitures et plus de 5 225 000 € hors taxes pour le marché de travaux, elle intervient aussi à Colomiers sur les marchés inférieurs à ces seuils en donnant un avis sur ces achats qui, je le répète, ne relèvent pas des pouvoirs d'attribution de la CAO, mais du pouvoir d'attribution du pouvoir adjudicateur. La CAO se prononce donc sur la pertinence économique et juridique de l'offre et non sur la définition du besoin. L'article 5 du Code des marchés publics précise que c'est au pouvoir adjudicateur et donc à Madame le maire, assister des services, de déterminer le niveau auquel les besoins sont évalués. Cette planche met en évidence la décomposition des marchés inférieurs et supérieurs à 20 000 € hors taxes d'une part et le nombre de contrats notifiés de 2011 à 2015 d'autre part. Comme vous pouvez le constater, au cours de l'année 2015, 110 marchés ont été notifiés, 41 de plus de 20 000 € hors taxes et 69 marchés de moins de 20 000 € hors taxes. À l'exception de 2013 où il y a eu de nombreux marchés de travaux, le nombre de marchés notifiés de 2011 à 2015 est pratiquement constant. On pourrait peut-être s'interroger sur le nombre important de marchés de moins de 20 000 €, à savoir 69 pour 2015. Il faut savoir que le périmètre achat de la collectivité représente 9 millions d'euros, plus les grands projets type construction ou rénovation d'écoles qui varient d'une année sur l'autre. Ces 69 marchés de moins de 20 000 € hors taxes représentent 380 000 € hors taxes, soit uniquement 5% du périmètre achat, ce qui est, vous en conviendrez, très peu. Concernant nos 41 marchés dont le montant est supérieur à 20 000 €, cette planche met en évidence le type de procédure utilisée. Je rappelle que les procédures utilisées sont choisies en fonction du montant estimé du marché. En dessous donc de 209 000 € hors taxes pour les marchés de fournitures et en dessous de 5 225 000 pour les marchés de travaux, la procédure adaptée s'applique. Elle permet de négocier tant sur le prix que sur d'autres points, comme la valeur technique ou encore les délais. Au-dessous de ces seuils, les procédures formalisées s'appliquent obligatoirement. La procédure formalisée la plus connue étant l'appel d'offres. Compte tenu de ces précisions, il n'est pas surprenant de constater que 35 marchés sur 41 ont été traités en procédure adaptée. Concernant nos 41 marchés dont le montant est supérieur à 20 000 € hors taxes, cette planche met en évidence la décomposition par type de marché. Nous pouvons constater que les marchés de fournitures 17 et de services 16 sont les plus nombreux. Autre planche. Voilà. Cette planche vous indique la répartition de nos 41 marchés de plus de 20 000 € hors taxes par direction. Comme vous pouvez le constater, en toute logique, c'est la direction des services techniques et du cadre de vie qui, comme en 2014, a passé plus de 20 marchés en 2015.
Cette planche, enfin, c'est avec une certaine fierté que je vous présente cette planche qui est inédite. En effet, au travers de ce support, j'ai souhaité mettre en évidence le travail remarquable de la commande publique et particulièrement en matière de négociation. Comme vous pouvez le constater, au cours de 2015, un gain de 126 000 € hors TTC a été réalisé. Le gain global est, quant à lui, de l'ordre de 150 000 €. Je rappelle que seuls les marchés passés à MAPA, c'est-à-dire les marchés adaptés en procédure adaptée, peuvent faire l'objet de la mise en place d'une négociation. Une planche concernant la réforme du Code des marchés publics. L'ordonnance du 23 juillet 2015 fixe les fondations d'une nouvelle réglementation en matière de marchés publics. Cette réforme n'est pas révolutionnaire, c'est plutôt une évolution des règles de la commande publique. En effet, cette réforme modifie les seuils de procédure, à savoir pour les marchés publics de fourniture de services des collectivités territoriales, le seuil est désormais de 209 000 € hors taxes au lieu de 207, et pour les marchés publics, le seuil de 5 225 000 au lieu de 5 186 000. En conclusion et au terme de cette présentation, je tiens à rappeler que la CAO travaille en toute transparence et que ce recueil en accès à vos documents en est la preuve. De nombreux documents comme les marchés, les CCTP et ses appendices sont à la disposition des membres de la CAO. Je remercie à nouveau le personnel, tous services confondus, pour la qualité et le sérieux de leur exposé en commission. Compte tenu de ces éléments, je demande donc au Conseil municipal de prendre acte du rapport annuel des marchés publics conclu pour l'exercice 2015. Merci, Monsieur Vergnol, pour cette présentation très intéressante. Monsieur Quartero. Merci, Madame la maire. Nous voudrions ici faire part de... Alors, tout d'abord, effectivement, on a accès à tous les documents, lorsqu'on est membre de la commission appel d'offres. Donc, nous voudrions ici faire part de 3 faits qui ne sont que des exemples pris dans la façon de conduire les marchés, et nous avons décidé de ne pas rester muets face à cette façon de conduire les marchés. Donc, la commission a attribué un marché, donc je n'ai pas la date exacte, mais ce n'est pas très important, de plusieurs centaines de milliers d'euros à Léo-Lagrange, simplement par avenant. Plusieurs centaines de milliers d'euros, simplement par avenant. Un autre point, les marchés sont tous passés, et on avait déjà soulevé ce problème il y a 1 an, par reconduction express, c'est-à-dire qu'on signe un marché, mais automatiquement l'entreprise garde le marché 3 ans, 4 ans. Et donc on a déjà dénoncé cette pratique qui favorise les grosses entreprises, alors que vous aviez dit que vous aideriez les PME à travailler, et qui ne permet pas, et surtout pas, de diminuer les coûts d'achat. Parce que si l'on voit là des gains intéressants grâce au travail des services, en remettant en question un marché chaque année, certes ça fait davantage travailler les services, mais on obtient d'autres résultats et on n'est pas pieds et poings liés avec une seule entreprise. Enfin, sur les marchés de moins de 20 000 €, même s'ils ne représentent que 5% du volume d'achat, nous nous sommes intéressés à un marché espace vert, je crois. Il s'agissait en fait de tondre et tailler les arbustes sur une aire de 1 hectare environ, en pente, en contrebas de la voie rapide 124. J'étais un peu intrigué donc, par ce marché, je m'y suis rendu, et même plusieurs fois. Et en fait, il suffisait, selon moi, attention, de retirer quelques papiers et bouteilles plastiques qui jonchaient le sol. En tout, à mon avis, c'est personnel, rien qui méritait de passer un marché de près de 15 000 €. Voilà, donc 15 000 € peut-être qui auraient pu se rajouter à cette somme-là. Et puis aussi, un dernier point, c'est que j'ai entendu plusieurs fois, peut-être pas cette dernière année, mais on se réjouissait d'un faible dépassement des budgets. Donc on était heureux de voir que le devis, en quelque sorte, pour prendre des mots compris par tout le monde, était seulement dépassé de 2-3%. Voilà, on se réjouissait. Et là, je me dis, mais dans quel monde vivons-nous? Parce qu'aucune entreprise n'accepte ça. On lui présente un budget, elle va négocier à la baisse. Stop. Elle ne va, non, pas stop, non, là. Non, c'est pas possible ce que vous dites, Monsieur Quartero. Attendez. Non, n'employez pas des mots. Non, là, c'est grave. C'est pour ça que je me permets de vous interrompre.
Il n'y a pas de devis. Vous êtes Il n'y a très pas de- gentil. Non, non, je ne suis pas gentil, monsieur Quartero, je vous en prie. Laissez-moi Mais terminer. je ne peux pas laisser... Laissez-moi Non, terminer. non, Il me je ne- reste 2 secondes. Peu importe, J'ai quelque je ne chose peux à pas dire. laisser dire des choses comme ça qui insinueraient qu'il y a des défauts ou des défaillances dans une suspicion. Madame la maire, dans vous la interprétez comme vous procédure de voulez. marché Libre à public. vous d'interpréter ce Donc, que je dis comme quand vous vous le employez voulez. des Laissez-moi mots comme parler, s'il devis vous plaît. qui ne sont pas exacts, je me permets Mais de ça, vous reprendre immédiatement, parce que cela met en cause l'intégrité de la municipalité et celle qui est responsable ici des marchés publics, c'est moi. Ne vous en déplaise, monsieur. Alors, vous ferez Voilà. rewind sur la vidéo et vous me direz Je n'en ai si... pas besoin, monsieur, de la et vous vidéo. me direz Cela ne si j'ai dit m'intéresse qu'il y avait pas, la vidéo. des irrégularités. Peu m'importe la vidéo. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Bon. Maintenant, vous terminez. Oui, ben voilà, je vais terminer. De toute façon, bon, hein, on a le temps. Donc, vous interprétez comme vous voulez, Madame la maire, ça m'est entièrement égal. L'important, Les mots, c'est ce s'il vous que plaît, je dis. Les mots ont un sens, je n'interprète pas. Alors, voilà. Les devis sont ce qu'ils sont. Moi, j'évoque Il n'y a simplement... pas de devis. Les budgets sont ce qu'ils sont sur un lot. Simplement, je disais qu'on se réjouissait, j'ai entendu ça. Mais bien sûr qu'on se réjouit, voir- monsieur. On Est-ce fait que vous une allez me évaluation. laisser terminer, C'est pas un s'il vous devis plaît qui est fait par une entreprise et qui ensuite, ce n'est pas un devis. Vous trompez les gens en disant cela. Alors- vous trompez les gens, ce n'est pas un devis. Parce qu'un devis, effectivement, engage l'entreprise si elle le faisait. Et donc, le fait qu'il ne soit Alors, pas dépassé ne vous serait avez- effectivement pas Vous satisfaisant. avez raison. Merci. Attendez. Alors, n'employez pas ce terme. Sur le mot devis. Donc, on annonce un budget, réflexion de ceci ou de cela. Une pour un mo- évaluation. Non, ça c'est pas une évaluation parce que si vous évaluez, si vous donnez un marché à une entreprise sur une évaluation, alors là, je sais pas où on va. Hein. Bon, il y a un marché. Donc, est-ce que le fonctionnement est différent? Pourquoi ce fonctionnement, cette vision que l'on a d'un marché différente quand on est dans une entreprise ou quand on est un particulier ou quand on est dans une collectivité territoriale? Pourquoi ne dit-on pas, l'entreprise est un professionnel, il sait parfaitement évaluer un marché et il sait qu'il ira Mais non, monsieur Quartero. à 1 million, à Vous 2 savez, millions, à ça fait 250 000 maintenant euros près. 1 an et demi que vous participez, ou 2 ans, Oui. bientôt, à Moi, la je commission sais ce que les d'appel d'offres. contribuables paient, Madame la maire. Oui, mais moi aussi, moi aussi. Et voilà, donc, reprenons les choses. Reprenons les choses en y mettant les bons termes et en essayant de ne pas tromper les gens et de ne pas faire des suspicions là où il n'y a pas lieu d'en faire. Donc, nous avons un marché de travaux, par exemple, à passer, et il y a effectivement une évaluation des besoins par les services et une estimation. Ensuite, il y a un appel d'offres. Les entreprises répondent et elles sont engagées, vous le savez, sur leur offre. Là où nous pouvons nous réjouir, où nous sommes satisfaits, effectivement, c'est lorsque l'appel d'offres, effectivement, amène, et c'est le jeu de la concurrence, et c'est pour cela que le Code des marchés publics a institué cette mise en concurrence, c'est pour permettre effectivement des gains. Et donc, nous pouvons être chaque fois satisfaits de constater que la concurrence joue correctement et que finalement, le prix proposé par les entreprises se trouve, du fait de cette saine concurrence, moins important que l'estimation initiale qui avait pu en être faite et qui, effectivement, aurait été respectée s'il n'y avait pas cette concurrence. C'est le cœur et le sens même du Code des marchés publics et de la mise en concurrence. Donc je ne comprends absolument pas ce que vous suggérez en disant que nous nous satisfaisons en effet, et que cela vous étonne, lorsque le résultat de l'appel d'offres est inférieur à l'estimation. C'est simplement que la concurrence a joué en effet son plein et que les contribuables columérins vont bénéficier de cette mise en concurrence. C'est tout. Point final. Il n'y a rien d'autre derrière cela. Quant au marché des espaces verts, si j'ai bien compris ce à quoi vous faites référence,
il s'agissait certainement pas, donc je ne connais pas ce marché en particulier, mais j'ai compris qu'il s'agissait d'un marché pour la tonte et l'entretien d'un espace manifestement contraint. Il ne s'agissait pas de retirer une bouteille et 3 papiers, il s'agissait, si j'ai bien compris, de le tondre. Donc si vous avez une expertise de tarification dans la tonte de l'espace vert, très bien. Mais si les entreprises ont répondu à ce tarif-là et que la concurrence s'est exercée normalement, je ne vois pas de difficulté. Mais nous vous remercions donc pour vos précisions. Et donc maintenant, nous mettons aux voix cette délibération donc, où nous vous demandons de prendre acte du rapport annuel des marchés publics. Donc, qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. Je voudrais juste vérifier, vous Monsieur demandez, Kéchidi, s'il vous plaît, est-ce qu'il faut voter ou bien prendre acte? On prend acte. Voilà. Donc, vous ne voulez pas prendre acte? Bon, d'accord, donc vous ne prenez pas acte. Écoutez, voilà, donc, qui prend acte? Voilà, nous prenons acte, merci. Voilà, c'est très bien. Madame Moisan, vous avez la parole sur l'agenda d'accessibilité programmé. Oui, Madame le maire, chers collègues, alors l'agenda d'accessibilité programmé, ABDAP, il faudra s'habituer aux sigles, est un document de programmation et de financement des travaux de mise en accessibilité conformément à la loi de 2015. Nous avons fait appel pour construire cette ADAP à une assistance de maîtrise à ouvrage, le bureau d'études A2CH, qui a réalisé le diagnostic des sites à rendre accessibles et monté ce dossier ADAPT qui doit être soumis à la préfecture pour approbation, après délibération bien sûr, du conseil municipal. Cet ADAP a été présenté en commission démocratie locale solidarité et en commission urbanisme, pour les personnes présentes, bien sûr. Il a de même été présenté à la commission des finances, pour ceux qui ne sont pas partis, lorsque j'ai abordé le dossier. J'insiste sur l'importance et la connaissance de ce dossier. D'abord parce qu'il répond à la loi de 2015, et ensuite parce que c'est un dossier qui nous engage sur 9 ans. Pourquoi 9 ans? Parce que nous avons sur Colomiers plus de 50 établissements recevant du public et IOP, installations ouvertes au public. Il va falloir s'habituer à ces sigles aussi. Et que la loi nous autorise à étaler nos travaux sur 9 ans. Vous pouvez lire dans le dossier joint à la délibération que cela représente un montant de travaux estimé à 2 552 000. Et je précise que nous allons investir sur les 3 premières années 1 256 000 estimés, comme vous l'avez souhaité, Madame le maire, ce qui représente un effort budgétaire important sur les 3 premières années de cette ADAP. Donc je vais lire la délibération. Je vous fais grâce de toutes les lois qui sont au début et tous les décrets qui sont au début. La loi handicap du 11 février 2005 intègre une obligation de mise en accessibilité des établissements recevant du public, ERP, et des installations ouvertes au public, IOP, avant 2015. Cette obligation a fait l'objet d'aménagements législatifs en 2014. Tout exploitant d'établissements recevant du public est ainsi autorisé à poursuivre la mise en accessibilité de ces établissements après le 1er janvier 2015, moyennant de s'engager par la signature d'un agenda d'accessibilité programmé à procéder aux travaux dans un délai déterminé et limité de 3 à 9 ans maximum. La réalisation d'un ADAP est non seulement une obligation, mais c'est aussi pour la commune l'opportunité d'adopter une démarche vertueuse pour rendre les services communaux accessibles à tous et l'opportunité pour mettre en place une gestion maîtrisée de son patrimoine. À l'issue d'une période de diagnostic, la définition de la stratégie de mise en accessibilité, puis l'élaboration et de validation du programme de travaux concertés, la commune de Colomiers a élaboré son ADAP, outil de stratégie patrimoniale pour la mise en accessibilité adossé à une programmation budgétaire. Celle-ci porte sur 92 établissements recevant du public et installations ouvertes au public, dont l'exploitation est assurée par la commune. Ce patrimoine étant défini comme un patrimoine complexe de par son nombre supérieur à 50, la durée pour programmer les travaux dans l'ADAP est de 9 ans pour la commune. La programmation étant décomposée par année sur la première période de 3 ans, puis globalement sur 2 périodes successives de 3 ans.
Les critères pour effectuer la programmation des travaux ont été les suivants. Priorisation sur la première période de 3 ans des sites accueillant du public potentiellement à mobilité réduite, des bâtiments à forte occupation et des locaux correspondant aux priorités politiques. Éducation, économie sociale et solidaire, solidarité dans les quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville. Planification sur la troisième période de 3 ans de bâtiments inclus dans un projet plus large que l'accessibilité et de locaux nécessitant des décisions stratégiques sur leur vocation et leurs conditions d'utilisation. La programmation des travaux de mise en accessibilité avec les budgets associés est indiquée en annexe, ainsi que sa répartition selon différents critères, période, quartier, vocation et taux de fréquentation. Le projet d'ADAPT de la commune a été présenté à date du 26 janvier à la commission communale, qui a pu partager les enjeux et la planification des travaux envisagés. Le projet d'ADAPT a également fait l'objet d'une présentation et d'un débat au sein des commissions suivantes, démocratie locale, commission urbanisme et commission des finances. Par ailleurs, une concertation a été organisée en direction des commerçants et professions libérales par le biais d'une information sur le site internet de la ville et d'un courrier spécifique adressé aux organisations représentant les commerçants sur le territoire communal. La gestion de RP et d'IOP à ce titre, la commune devrait déposer en préfecture, puisqu'on ne l'a pas fait, déposer en préfecture avant le 27 septembre 2015. Compte tenu du délai très court entre la publication des textes réglementaires et l'échéance du 27 septembre, et d'autre part de la complexité du patrimoine communal, la commune de Colomiers a d'ores et déjà transmis une demande de prorogation du délai de dépôt en application de certains articles du Code de la construction et de l'habitation. Donc l'agenda sera déposé en préfecture avant le 26 février 2016 pour approbation. Voilà, Madame le maire. Merci, Madame Moisan. Oui, Monsieur Laurier. Oui, effectivement, cette ADAP a été partagée dans beaucoup de commissions ici. La plus intéressante et peut-être la plus pertinente étant la commission accessibilité. Je voudrais mettre en relief un élément qui malheureusement fait partie de cette ADAP, c'est la mairie, qui est le principal bâtiment accueillant du public, et c'est le bâtiment qu'on en renvoie à une date qui me paraît très très lointaine, ce qu'ont souligné d'ailleurs les personnes membres de la commission accessibilité. Et il est compréhensible que ce soit le plus difficile, puisque les lieux accueillant le public dans cet hôtel de ville sont nombreux. Et quand on parle d'accessibilité, vous ne l'avez pas dit, mais il faut rappeler qu'on parle de personnes de déficience visuelle, cognitive, moteur ou auditive. Donc ces 4 éléments font que l'hôtel de ville est certainement le bâtiment le plus difficile. Mais pour autant, on ne peut pas ne pas vouloir porter en premier ce bâtiment, me semble-t-il, puisque c'est celui qui accueille le plus le public. Je voudrais faire aussi une autre remarque, c'est que vous avez fait appel à un cabinet, effectivement, qui a fait une étude qui semble très intéressante. J'ai demandé communication de cette étude avant le conseil municipal, je dirais dès la fin de cette commission. Cette demande aussi qu'ont porté les membres de la commission accessibilité. Je veux ce soir me faire leur porte-parole, puisque ces personnes, de manière bénévole, pourraient tout à fait reprendre ce diagnostic, en totalité ou en partie, pour donner leur expertise d'usage sur ce diagnostic qui a été fait sur les bâtiments de la commune. Donc on est très partagé, parce que tout à la fois on reconnaît le travail qui est fait, la volonté qui est la vôtre aujourd'hui sur ces sujets, et que nous réclamions, là aussi de manière, si on veut être fidèle à ce qu'on disait dans ce conseil, mais depuis très longtemps. Et donc, c'est vrai, on acte pour la première fois un agenda, donc des choses qui vont se faire. Alors, c'est vrai qu'il y a une contrainte préfectorale, on l'a bien compris, mais au-delà de ça, on sent bien aussi la volonté. Donc, tout à la fois, c'est bien, mais tout à la fois, voilà, on n'a pas l'ADAP réel dans ce document. On a une présentation synthétique, et il nous semblait intéressant qu'on aille plus loin. D'autres interventions sur ce sujet? Madame Moisan. Oui. Alors, bien sûr, nous n'avons pas attendu
une loi ADAP et un ADAP pour mettre en place des actions en faveur de l'accessibilité sur la ville de Colomiers. Il y a déjà plusieurs années que nous travaillons dans ce domaine. C'est vrai que maintenant, on va avoir un programme contraint, en fait, finalement, par les années et par l'étude qui a été faite. En ce qui concerne la mairie, pourquoi nous ne l'avons pas mis dans la priorité ? Je vous réponds, alors je ne vais pas le répéter une deuxième fois. C'est que les services ont proposé de faire une étude, de faire en sorte que toute personne soit reçue dans le hall de la mairie à l'accueil, en bas. Donc il n'y aurait pas de nécessité pour toute personne qui soit reçue dans la mairie d'aller dans les étages et d'aller dans d'autres locaux. Donc il y a un travail d'étude qui va être fait, en tout cas dans ce sens-là, sur l'accueil de la mairie, uniquement au rez-de-chaussée. C'est pour ça qu'il n'est pas intégré directement dans les premières années, parce que suivant les études que l'on va faire, ça peut se faire ou très facilement ou sur un certain délai, mais bien sûr que c'est une étude que l'on va faire dans les premières actions. Ensuite, pour ce qui est des documents, j'ai répondu à la commission communale d'accessibilité. J'ai vu Madame le maire. Je pense que ces documents, ils seront consultables à la mairie parce qu'ils sont très lourds, très nombreux. Ça représente énormément de pages puisque chaque bâtiment qui a été étudié, 92 bâtiments, représente des pages A3 de 3, 4 ou 5 pages suivant le bâtiment. Donc je pense qu'il serait plus raisonnable que ce soit consulté à la mairie et je pense que nous sommes favorables à cette... mais bien sûr, après approbation, je pense, de la préfecture. Merci beaucoup. Donc, je mets aux voix. Sur cet agenda d'accessibilité programmé, donc avec les éléments d'information qui ont été donnés, qui s'abstient, qui vote contre. Je vous remercie, Madame Moisan. Là aussi, vous avez du travail. Nous poursuivons avec le chapitre suivant, et c'est Madame Casalis qui nous présente donc des protocoles transactionnels dans le cadre donc de la construction de la maison de l'économie. Oui, tout à fait. Si vous me le permettez, Madame le maire, je présenterai en fait les deux délibérations conjointes puisqu'elles concernent en fait le même lieu, la maison de l'économie qui a déjà été présentée ici même en fait en conseil municipal. Donc vous vous souvenez effectivement quand nous avons présenté en fait ce projet, les travaux sont prévus en fait à une certaine date et il convenait effectivement de mener des négociations avec deux locataires dans les lieux, donc le premier, les établissements d'Agen, transport, et le second, Monsieur Léninger, ayant une activité de yoga. Donc bien évidemment, des négociations ont été menées avec ces deux entités, ces deux personnes, pour avoir effectivement l'autorisation qu'elle quitte ces lieux pour pouvoir engager les travaux. Donc, dans le document du conseil municipal, vous avez pu prendre connaissance des deux conventions de protocole. Les deux versions en fait, dont vous disposez ne sont pas les versions définitives, puisque les dernières négociations ont été menées en fait, tout à fait récemment. Il convenait bien évidemment de définir avec les intéressés les montants de loyer, les conditions en fait, de départ, bien évidemment dans un cadre juridique sécurisé, à la fois en fait pour les partenaires, mais bien évidemment aussi pour la collectivité. Donc nous nous sommes parvenus en fait tout à fait récemment. Donc les protocoles en fait et les conventions seront remises avec le compte rendu du conseil municipal. Des questions, des observations. Donc je mets aux voix le Pardon ? Oui, monsieur. Juste une question, parce que le montant de l'indemnité d'éviction de l'entreprise d'Agen s'élève à 33 000 €. Il n'y avait vraiment pas une autre solution, on ne pouvait pas continuer à l'héberger au 29 chemin de la Nasque? Alors, hors période de travaux, pardon, bien sûr. Oui, mais comme on vous l'a expliqué, bien évidemment, il fallait mener conjointement le départ en fait des deux entités.
pour pouvoir effectivement lancer en fait les travaux. Nous avons un objectif de travaux qui était calé, je vous l'avais en fait présenté lors d'un précédent conseil municipal. Donc pour tenir en fait les délais par rapport au projet en fait qui doit se réaliser, il convenait aussi de réaliser en fait cette négociation dans les temps bien évidemment nécessaires et qui pouvait en fait s'inscrire dans un cadre juridique sécurisé. C'est ce que j'évoquais en fait précédemment, si vous avez écouté. Merci. Parallèlement, tout a été mené pour que ça se passe en fait dans les meilleures conditions. Merci. Merci. Donc je mets aux voix. Donc pour le premier protocole à délibération numéro 16, le protocole à conclure donc avec M. Leninger, qui s'abstient, qui vote contre, je vous remercie. Et le protocole avec la Société des Transports d'Agen, qui s'abstient, qui vote contre, merci beaucoup. Monsieur Vatan, un protocole transactionnel pour l'annulation d'un spectacle. Oui, Madame le maire, chers collègues, donc il s'agit d'un protocole qui concerne la commune de Colomiers et la société JMD Productions, qui se trouve opposée suite à l'annulation de la représentation des lectures de Monsieur Francis Lalanne, qui était prévue le 12 septembre 2014, donc à l'ouverture, à l'inauguration de la saison culturelle 2014-2015. Au mois d'août 2014, le 9 août 2014, la commune a fait savoir à la société concernée qu'elle devait renoncer à cette programmation en raison des contraintes financières qui nous arrivaient à ce moment-là. Par courrier du 27 juillet 2015, soit à peu près un an après, la société JMD Productions a demandé à la commune le paiement de 8 440 € TTC qui correspondait à la programmation de la représentation des lectures de M. Lalanne. On a donc mené un certain nombre de pourparlers avec la société JMD Productions. Au vu des relations privilégiées, donc aucun document, je voulais préciser qu'aucun document contractualisant ces échanges n'a été signé par cette dernière. Néanmoins, au vu des relations privilégiées que nous entretenons avec cette société, les deux parties ont souhaité trouver un accord amiable afin de clôturer ce litige. Ainsi, les parties désireuses d'éviter de porter le litige devant les juridictions compétentes ont convenu de procéder à des concessions réciproques et de se rapprocher dans le cadre de l'accord annexé à la présente délibération. Et donc la commune a proposé à la société JMD Productions de ramener le montant réclamé de 8 440 € TTC à 3 000 € TTC. Et en contrepartie, bien sûr, la société JMD Productions s'engage à renoncer à toute instance et à toute action en lien avec le litige l'opposant à la commune. Les parties conviennent donc que le présent accord vaut transaction au sein des articles 2044 et suivants du Code civil. En conséquence, il règle entre elles définitivement et sans réserve tout litige né ou à naître relatif au présent litige. De même, le protocole s'y annexé emporte renonciation à tous les droits, actions ou prétentions, à quelque titre que ce soit entre les parties, et conformément à l'article 2052 du Code civil. Cet accord aura autorité de la chose jugée entre les parties et prendra effet dès sa signature par les deux parties. En application de l'article L. 2122-21 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal doit approuver la passation de cet accord transactionnel. Ainsi, il vous est demandé d'approuver, en vertu de cet article, le protocole transactionnel et donner mandat à Madame le maire ou à défaut à son représentant pour signer le protocole transactionnel et toutes les pièces relatives à cette affaire. Merci, Monsieur Vatan. Est-ce que vous avez des observations ou des questions sur ce sujet? Je mets donc aux voix. Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. Terminons donc avec ce dernier chapitre et des propositions donc, de dénomination que je souhaite vous faire. Je vous rappelle que lors du conseil municipal du 24 septembre 2015, il a été décidé de rendre hommage à M. Henri Molina, décédé en juillet dernier, en mémoire de son importante implication dans la vie locale et au sein de l'Assemblée municipale. M. Henri Molina est né à Mans le 14 mai 1943. Il fut médecin généraliste à Colomiers pendant une quarantaine d'années. À côté de son activité professionnelle, il s'est fortement impliqué dans la vie locale comme correspondant d'abord de la Dépêche du Midi, puis comme promoteur de l'histoire locale dans le cadre de la Société d'archéologie et d'histoire locale ensuite. Amoureux de la culture sous toutes ses formes, il était surtout connu et reconnu pour son implication au sein du conseil municipal qu'il intègre en 1989 en prenant la suite de son épouse Marie-Hélène aux côtés de M. Alex Raymond, puis de M. Bernard Sicard
dont il fut le premier adjoint de 2001 à 2014. Durant 4 mandats, il sera le chef d'orchestre de la politique culturelle locale et de son rayonnement, d'abord en ouvrant l'Espace des Arts, centre d'art contemporain de Colomiers, en septembre 1989, une première dans le paysage régional. La ville de Colomiers lui doit également le développement du Festival de la bande dessinée, créé en 1987, de l'école de musique en 1973, devenu le Conservatoire rayonnement communal, et la création de la Biennale des musiques ibériques. Son verbe remarquable et ses connaissances inépuisables en matière de culture étaient autant appréciés des artistes que des amateurs d'art, de ses collègues et amis élus et des agents des services culturels qui ont travaillé avec lui pendant près de 20 ans. L'ouverture du pavillon blanc, médiathèque Centre d'Art en 2011, a concrétisé ses années de travail en faveur de la culture à Colomiers. Son rôle, vous le savez, fut déterminant, à la fois dans la définition du projet culturel associant de manière innovante un centre d'art contemporain à une médiathèque, mais également dans les choix architecturaux, illustrant sa volonté d'offrir aux Columériens un environnement esthétique remarquable, aujourd'hui largement reconnu et apprécié. L'image et la nature du pavillon blanc, son offre culturelle et artistique à la fois exigeante et accessible, reflètent les valeurs que portait Henri, ainsi que ses engagements pour faire de la culture et du savoir une source d'élévation de l'humanité et un levier d'une société réunie et apaisée. Aussi, afin de rendre hommage à la mémoire d'Henri Molina et en accord avec sa famille, il est proposé d'associer son nom à celui du pavillon blanc. La commission vie associative sport-culture, consultée, a donné bien sûr un avis favorable pour renommer cet établissement. La dénomination officielle deviendra le pavillon blanc Henri Molina, médiathèque Centre d'Art de Colomiers. Je vous demande donc d'approuver officiellement cette dénomination. Je mets aux voix Monsieur Laborde. Oui, je vais vous raconter, pour détendre un peu l'atmosphère, comme nous sommes sur d'un conseil municipal, d'une histoire personnelle sur Henri Molina, que sans doute beaucoup d'entre vous ne connaissent pas. Mon grand-père fut l'un des créateurs du salon d'automne à Colomiers. Et avant d'arriver à la création de ce salon-là, quelques années auparavant, Henri Molina, comme vous l'avez rappelé, fut un des pigistes de la Dépêche du Midi. Et le premier article qu'a consacré Henri Molina en écrivant la Dépêche du Midi fut celui de mon grand-père sur la création de ce salon-là. Et quelques années avant la mort de mon grand-père, il a retrouvé cet article-là et il l'a donné à Henri Molina. Et c'est vrai que bon, j'ai toujours été, de par la relation un petit peu avec le monde de la culture, celui de ma famille et celui d'Henri Molina qui l'entretenait, ça a toujours été un homme qui, pour moi, non seulement en dehors de l'aspect humain, était un homme qui, aujourd'hui, mérite, Madame le maire, d'accoler à la médiathèque de Colomiers sur le parvis son nom. Donc c'est amplement que nous allons voter, bien entendu, favorablement. Merci. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Je mets donc aux voix. Qui s'abstient, qui vote contre, et je vous remercie. Je veux poursuivre pour vous rappeler aussi que lors du conseil municipal du 24 septembre 2015, il a été également décidé de rendre hommage à M. Bernard Gillard, décédé le 2 juillet dernier, en mémoire à son importante implication au sein de notre assemblée municipale. M. Bernard Gillard est né à Périgueux le 21 octobre 1933. Sa vie tout entière a été dédiée à l'éducation et à la citoyenneté. Après avoir été professeur de mathématiques, il a été proviseur du lycée Eugène Montel, puis du lycée Victor Hugo, qu'il a dirigé de son ouverture en 1984 jusqu'à sa retraite en 1997. Commandeur des Palmes académiques, chevalier de l'Ordre du Mérite, médaillé de la jeunesse et des sports, européen convaincu, M. Bernard Gillard a été à l'origine de l'essor international du lycée Victor Hugo et à l'origine de la section franco-allemande à Bibac. Grand professionnel, éducateur passionné et exigeant, M. Gillard était également un militant humaniste engagé à gauche au Parti socialiste. Il intègre le conseil municipal en 1971,
jusqu'en 2001, au terme du mandat de M. Alex Raymond. Il vous est donc proposé, et je vous propose, de dénommer le parvis du lycée Victor Hugo parvis Bernard Gillard et d'apposer la plaque indicative correspondante avec, bien sûr, l'accord de sa famille. Et donc, je propose au conseil municipal d'approuver cette dénomination officielle. Est-ce que vous avez des observations? Oui, Monsieur Laurier. Madame le maire, oui, juste pour signaler que dans cette année 2015 qui a été terrible, effectivement, en disparition pour Colomiers, un nom qui n'avait pas été cité et qui me semblait intéressant de citer ici, c'est celui de Monsieur Venouille, qui avait ouvert l'IMCA sur Colomiers. Et voilà, peut-être qu'un jour, le conseil aussi lui rendra l'hommage pour son action. Merci, Monsieur Laurier. Je mets donc aux voix cette délibération. Qui s'abstient, qui vote contre? Je vous remercie. Et comme il n'y avait pas de questions orales, ce conseil municipal est terminé. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup.